Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Retour pour la première de Y'a du peuple, seul contre tous, en compagnie d'Étienne Chouard, professeur de droit et d'économie à Marseille, promoteur et défenseur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne depuis 2005, et Régis de Castelnau, avocat et fondateur du site Vue du droit. Avant de lancer le débat, la parole à Didier Maisto, PDG de Sud Radio. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous. Pourquoi cette émission ? Écoutez, c'est très simple, je marche, comme vous le savez, depuis quelques semaines avec les Gilets jaunes, et j'ai constaté que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, était souvent cité, souvent plébiscité, et le nom d'Étienne Chouard revient régulièrement. Donc on ne se connaissait pas il y a encore quelques semaines, donc j'ai voulu savoir qui était ce monsieur dont j'avais lu les travaux sur la Constitution, en fait, et je ne connaissais que ça de lui. Et donc, on s'est rencontrés, et donc est née l'idée, comme ça, de faire une émission citoyenne, puisque cette démocratie représentative, souvent battue en brèche, il y a beaucoup de gilets jaunes qui marchent, et au-delà des gilets jaunes, beaucoup de Français qui s'intéressent au fait de devenir des citoyens constituants, une démocratie plus participative, au sein de laquelle leur voix serait davantage entendue. Donc c'est tout simple. Alors effectivement, Étienne Chouard, ça fait un petit peu débat où dans le microcosme. Alors je vais être très clair sur le sujet. On va en parler une fois, on n'en parlera plus, parce qu'il faut tout dire dans une démocratie. Est-ce que je suis antisémite? Je suis pas antisémite. Est-ce que je suis homophobe? Je suis pas homophobe. Est-ce que je suis complotiste? Je ne suis pas complotiste. Simplement, j'ai vu marcher des gens qui avaient des choses à dire, qui étaient vilipendés, qui étaient insultés, et pour moi, il n'y a pas plusieurs catégories de Français, donc j'ai décidé de leur donner la parole. Et je voudrais, une fois pour toutes, parce que j'ai entendu beaucoup d'ignominie et d'infamie sur la personne d'Étienne Chouard, que moi j'ai rencontré, que je commence à connaître, qui est un humaniste, qui est un vrai démocrate. Je voudrais qu'une fois pour toutes, il s'explique sur cette histoire de Soral, sur toutes ces infamies qu'on lui colle comme ça par contagion, de fil en aiguille, et des journalistes très paresseux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les journalistes, beaucoup sont paresseux, reprennent l'antienne de leurs petits copains et reprennent comme ça à l'envi, complotistes, confusionnistes, des mots, des néologismes inventés comme ça depuis quelques semaines, progressistes contre populistes. Donc moi je dis ça suffit. En démocratie, tout le monde doit parler, et moi les gens les plus faibles, les gens qui sont comme ça montrés du doigt, j'ai envie de leur donner la parole, d'être la radio des représentés, beaucoup plus que celle des représentants. Donc je pose moi-même la question à Étienne Chouard. Expliquez-nous, Étienne Chouard, qu'est-ce qui s'est passé avec Soral et toute cette histoire et qu'on n'en parle plus, qu'on en parle une fois ce soir et on n'en parlera plus, on abordera le fond des sujets qui intéressent les citoyens français. S'il vous plaît, merci monsieur. Merci à vous de cette invitation et de cette tribune offerte aux citoyens constituants, aux citoyens qui réfléchissent à la démocratie. Cette histoire de Soral est une infime partie de mon travail. Il se trouve que dans ma vie, comme plein d'autres personnes, je me suis intéressé au travail de Soral, à l'activité de Soral. Des gens comme Zemmour, par exemple, ont une correspondance étroite avec Soral, et on les traite pas d'antisémites. Enfin, je crois pas. Quelqu'un comme Nolo a écrit un bouquin avec Soral, et je crois pas qu'on le traite d'antisémite. Des tas de gens sont copains comme cochons avec des tas de gens d'extrême droite, et on leur en parle jamais. Je comprends pas pourquoi on me fait ce procès pour avoir... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rencontré Soral à un moment où je le découvrais. Soral défend sur son site, il reprend ce que je fais, ça l'intéresse, mais c'est pas criminel de s'intéresser à ce que je fais. Je ne parle que de démocratie, donc ça me paraît pas être criminel de relayer mon travail. Et personnellement, je n'en parle jamais. Je n'en parle littéralement jamais. Là, vous me demandez d'en parler, j'en parle, mais c'est vraiment... Non, mais on évacue le sujet, parce que sinon, on va faire toutes les émissions sur... En fait, j'ai l'impression que les journalistes qui associent mon nom à celui de Soral s'en servent pour littéralement ne pas parler de mon sujet de travail, qui est le processus constituant populaire. Je travaille depuis 15 ans à ce que les citoyens, et pas seulement en France, dans le monde entier, apprennent à
auto-instituer la société qu'ils voudraient, à instituer eux-mêmes la puissance dont ils ont besoin pour se défendre précisément contre les tyrans, contre les différents fascismes au sens large du terme. Et c'est donc une extravagance de m'attacher à un projet autoritaire alors que je réfléchis à toutes les formes d'organisation institutionnelle qui vont nous protéger contre les formes d'autoritarisme. Mais à mon avis, c'est un prétexte. Alors, est-ce que c'est de mauvaise foi ou de bonne foi ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a certaines personnes qui font cette connexion entre moi et Soral comme si c'était lié. Et ça sert à justifier le fait de me priver de la parole et de ne pas me laisser me défendre. Et puis il y en a d'autres qui le font sans le faire exprès, qui le font par psittacisme, par répétition. Ils se répètent les uns les autres. Je dirais pas qu'ils sont paresseux, ils n'ont pas le temps de travailler, ils ont des conditions de travail qui font qu'ils sont pressés. Et donc je peux le dire, ils sont paresseux. Ils vont au plus pressé et ils se contentent des rumeurs, des calomnies. Ils vont sur Wikipédia, qui est un exemple chimiquement pur de calomnie. J'ai pas le droit de toucher à ma page Wikipédia. Et quand je la lis, elle parle de moi. Je me reconnais pas. C'est un monstre qui est décrit, une espèce de monstre froid, menteur, hypocrite. Enfin, et c'est sûr que si on se sert de Wikipédia pour me comprendre, on comprend rien. Mais il faut écouter ce que je dis. Il y en a qui écrivent des livres à partir de Wikipédia. Voilà. Et donc une fois, j'en ai parlé dans une vidéo et une fois dans ma vie, j'en ai parlé en expliquant pourquoi j'avais mis un jour un lien sur mon site. Et depuis, ce truc tourne comme si j'en parlais tous les jours, ce qui n'est pas vrai, je n'en parle jamais. Régis de Castelnau, vous voulez dire quelque chose brièvement avant de passer au débat ? Oui, brièvement sur cette question de Soral. Alors, si je suis là ce soir, c'est que je n'ai aucun problème avec Étienne Chouard sur cette question. Je vais dire ce que je pense de Soral. J'ai des désaccords avec Étienne Chouard et ça c'est beaucoup plus intéressant. On va pouvoir aborder un certain nombre de questions parce qu'on a des approches qui sont différentes. Mais sur Soral, moi, je considère que Soral est un imposteur. Il a une trajectoire. Moi, je connais quelqu'un qui l'a accompagné chez Michel Kouskar, qui était un philosophe communiste. J'ai lu un livre dans lequel il disait que le peuple juif était un peuple extraordinairement courageux et que les Arabes étaient des enquiquineurs. Je crois que c'était ça. C'est un de ses premiers bouquins. Puis il a changé. Et il est devenu, et ça c'est le problème, il est devenu négationniste. Donc ça c'est une vraie difficulté parce que moi c'est quelque chose qui me révulse, le négationnisme, mais je veux dire, voilà, c'est une position que non pas que défend, mais qui illustre un petit peu Dieudonné, et pour moi ça c'est pas quelque chose d'acceptable. Sur les raisons de cette diabolisation d'Étienne Chouard, c'est tellement évident. Il s'agit de disqualifier ce mouvement, de disqualifier les gens qui sont en opposition avec ce pouvoir. C'est la conséquence de Tina, il n'y a pas d'autre alternative. Donc ceux qui le contestent ou ceux qui ont des choses à dire, ils sont complotistes, ils sont confusionnistes, on invente des néologismes. Et puis arrive au bout d'un moment l'insulte ultime, la disqualification ultime, antisémite. Et je déplore vraiment qu'une partie de la communauté juive, notamment on l'a vu à l'occasion du dîner du CRIF, non, c'est pas qu'elle proteste pas, c'est qu'elle ait accepté de se rallier à l'État. Alors que dans l'histoire, je pense que c'est plutôt le peuple français qui l'a protégé contre les dérives de l'État, on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. La mise au point est faite, on va passer au premier débat. Dans le budget 2019, le gouvernement a décidé de ne revaloriser que de 0,3% les pensions, un niveau très inférieur à l'inflation qui a atteint 1,8% en 2018. Cette mesure permet à l'assurance vieillesse de faire une économie de 1,8 milliard, mais n'est pas particulièrement populaire, en particulier chez les retraités. Face à l'impopularité de cette mesure, La République En Marche a inscrit dans ses contributions la réindexation des pensions sur l'inflation pour les plus modestes. Il serait question de réindexer intégralement sur l'inflation les pensions jusqu'à 1 200 €, tandis que celles comprises entre 1 200 et 2 000 € pourraient bénéficier d'un coup de pouce, d'après le journal Les Échos. Autrement dit, une revalorisation supérieure à 0,3%, mais inférieure à l'inflation, qui devrait dépasser 1% en 2019, la majorité proposant une revalorisation de 0,8%. Faut-il réindexer les retraites sur l'inflation ? C'est le premier débat de ce soir dans Il y a du peuple, seul contre tous. Alors Étienne Chouard, a-t-on les moyens de réindexer les retraites sur l'inflation ? Alors, cette histoire de désindexation des retraites est littéralement un scandale, une atteinte au bien commun. Il faut comprendre que les retraites sont financées par
était, avant qu'elle ne soit sabordée, financée par la cotisation sociale. Alors la cotisation sociale, ce sont des prélèvements, les cotisations sociales, ce sont des prélèvements qui sont faits sur les salaires et qui sont conçus pour ne jamais couler. Le bateau sécurité sociale a été conçu, après la guerre, comme un submersible. Comment ça marche ? Chaque année, nous savons très bien, alors dans 20 ans, on ne sait pas, mais dans l'année prochaine, nous savons combien nous allons avoir de retraités et nous savons combien nous allons avoir de salariés. Donc nous connaissons la masse salariale, nous savons la masse des retraites à verser. Il y a une simple division à faire et on sait exactement le taux de cotisation sociale qui va être nécessaire pour équilibrer pile poil le système, qui ne soit ni en excédent ni en déficit. Et de cette façon, en ajustant chaque année le taux des cotisations à ce qui va être nécessaire, je répète, le bateau sécurité sociale, et c'est comme ça pour toutes les autres cotisations, pour toutes les caisses, mais c'est un exemple sur la retraite, le bateau est insubmersible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les années 90, le patronat a demandé au gouvernement, et c'est normal qu'il l'ait demandé puisque c'est de bonne guerre, mais c'est un scandale que le gouvernement ait accepté, ils ont gelé l'augmentation des cotisations sociales. Et ils ont commencé à faire des trous dans la coque d'un bateau insubmersible. Alors évidemment, depuis, le système prend l'eau, le système devient déficitaire. Et on nous présente comme des économies, des solutions à un sabordage, au fait d'avoir coulé le bateau. C'est scandaleux d'avoir bloquer l'évolution des cotisations sociales. On va donner la parole à Régis de Castelnau. Régis de Castelnau, il faut bien abonder les caisses de retraite, c'est-à-dire ponctionner les actifs pour payer les retraités. C'est le principe du système de retraite par répartition. Tout à fait, mais je vais être beaucoup plus simple. Enfin non pas que Étienne n'ait pas été simple, mais je veux dire, il y a, c'est une des premières mesures prises par ce nouveau pouvoir, c'est une mesure qui est purement et simplement spoliatoire. C'est-à-dire qu'on dit aux retraités, vous allez perdre du pouvoir d'achat. Vous allez vous appauvrir. En ayant promis de ne pas le faire. Oui. Il avait promis qu'il ne toucherait pas la retraite. On promet de ne pas le faire, on supprime immédiatement et très rapidement sur ordre, parce qu'il a reçu une délégation du CAC 40 à l'Élysée, des patrons du CAC 40. Et des GOPE, des grandes orientations de politique économique européenne, voilà, qui l'imposent. Ça. Et on supprime l'impôt sur la fortune et on désindexe les retraites. Moi, je veux bien, politiquement. Après, on vient nous reprocher de dire que Emmanuel Macron est le président des riches. C'est très clair. Je parle du plan symbolique. Le plan technique, je souscris à l'analyse que vous avez faite, mais sur le plan politique, c'est un désastre. Enfin, comment peut-on dire à des masses de retraités comme ça, vous êtes trop gâtés, vous allez perdre du pouvoir d'achat, vous allez vous appauvrir au spectacle d'une augmentation des inégalités. Mais Étienne Chouard, est-ce qu'on ne peut pas demander aux retraités très aisés, il y a des gens qui gagnent 3 000, 4 000, 5 000 euros de retraite par mois, de faire un effort ? Non, mais demandez-leur un impôt, soumettez-les à un impôt, mais ne les volez pas par la non-indexation. La perte de pouvoir d'achat par l'inflation, c'est du vol. C'est littéralement... Mais alors c'est du vol. C'est pas mesquin, c'est plus grave que ça. C'est hypocrite. C'est vraiment dégueulasse. Les mamies qui ont leur retraite, qui n'ont que ça pour vivre et qui chaque année vont voir leur pouvoir d'achat, parce que l'inflation, si vous avez le même salaire ou la même retraite et que vous avez de l'inflation, ça veut dire que chaque mois ça va baisser, chaque année ça va baisser si c'est pas indexé, et il y aura rien à faire. Le gouvernement n'aura plus à prendre cette mesure impopulaire évidemment qui consiste à baisser les retraites. Non, il suffit d'attendre et le temps va faire son affaire. C'est répugnant. En plus, les gens qui ont pris ça, les députés qui votent ça, eux, ils ont une retraite en or. Une retraite en or, ces gens-là, quand ils cotisent à la retraite, ils cotisent x6. C'est-à-dire qu'en quelques années, ils se font une retraite à temps plein, à taux plein. Et ces mêmes mecs votent la désindexation des petites retraites que je retrouve sur les ronds-points. Mais c'est révoltant, c'est criminel. Quand je dis criminel, je dis pas que c'est assassin, je dis que c'est super grave, c'est gravissime. Et sur le plan institutionnel, nous n'avons rien pour résister. Les mamies, la seule chose qu'elles peuvent faire, puisqu'elles ne sont pas représentées, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est aller dans la rue. Et qu'est-ce qu'on fait dans la rue ? On leur tire dessus. Non, mais enfin, quand même, c'est révoltant. Régis de Castelnau. Les retraités aisés, ils peuvent faire des efforts ou pas ? Des gens qui ont 3, 4 000, 5 000 euros de retraite par mois. Mais c'est pas la majorité. D'abord, c'est pas la majorité. Aussi. Et puis quand bien même, ils ont cotisé. Ils ont cotisé. Moi, j'ai cotisé pendant 46 ans. Beaucoup. Je veux dire, et beaucoup. C'est effectivement ces charges qui abondent le système des retraites. C'est le produit du travail de ces salariés ou autres employés qui deviendront retraités. C'est vrai qu'il y a quelque chose de spoliatoire. Si on demande des efforts, si on dit, écoutez,
société. Voilà. Il faut maintenant que tout le monde s'y mette. C'est un discours qu'on entend. Mais le problème, ce que vient de dire Étienne, c'est tout à fait exact. Le problème, c'est qu'on ne demande pas aux mêmes. C'est que effectivement, c'est Guizot. Il faut faire payer les pauvres, c'est les plus nombreux. Donc, moi, c'est la dimension symbolique et politique qui me heurte le plus. Comment peut-on traiter les gens comme ça ? Mais Étienne Chouard, il y a quand même une question qui se pose. Si on réindexe les retraites sur l'inflation, il va falloir aussi réindexer les pensions. Les pensions, c'est les retraites des fonctionnaires qui sont payées par le budget de l'État et non par les caisses de retraite, mais les caisses de l'État sont vides. Mais c'est scandaleux qu'elles soient vides, il faut se rendre compte. Mais alors ça va être... Je pense qu'il faudra qu'on consacre une émission... C'est scandaleux, mais c'est une réalité. Oui, d'accord, mais faire porter à la population le poids de ce qui est une trahison, la dette publique, c'est une trahison. Il faudra qu'on consacre une émission entière à quoi sert la dette publique ? Qu'est-ce que signifie la dette publique ? Le mot dette publique... On pourra la faire sans aucun problème. Oui, le mot dette publique est un aveu de trahison. Les gens qui nous représentent ont laissé grandir une dette publique qui aujourd'hui sert d'outil d'asservissement avec le même mode opératoire que celui qui permet d'asservir les pays sous-développés. Nous avons asservi les pays sous-développés, les pays pauvres, nous les avons asservis par la dette. Il faut voir le travail du CADTM et d'Éric Toussaint et de son équipe sur la question. Nous avons asservi ces pays-là par la dette, on commence par les endetter et ensuite on obtient tout d'eux. Eh bien, on est en train de subir le même sort, mais c'est scandaleux. Un État digne de ce nom ne devrait pas manquer d'argent. Il devrait créer la monnaie. Il ne devrait pas emprunter la monnaie. C'est complètement aberrant. On y reviendra sur le sujet. Oui, juste, l'État ne devrait pas manquer d'argent. Il serait peut-être bon de préciser qu'aujourd'hui, les Français remboursent difficilement les intérêts de la dette. Absolument. Oui. C'est-à-dire, pour bien comprendre... C'est le deuxième poste du budget de l'État. C'est le deuxième poste du budget de l'État. Il faut bien comprendre que si vous voulez, c'est comme si vous faites un crédit revolving, et que tous les mois, petit à petit, vous vous paupérisez et vous remboursez les intérêts de ce crédit revolving. Et c'est ça, et donc on pourrait faire facilement, on fera une émission sur le sujet. C'est une construction politique. C'est une construction politique. On fait exprès. La France est un pays qui prélève quand même 58% de prélèvements obligatoires, avec des impôts qui sont quand même très, très importants, une fiscalité très importante. C'est un problème de redistribution, et c'est ça qu'il faut dire aussi, parce que la dette n'est pas remboursable, elle ne sera jamais remboursée. Il faudrait 1000 ans pour rembourser la dette. Donc il faut quand même expliquer tout ça. On fera une émission sur le sujet. Absolument. Régis de Castelnau. Je veux dire, la dette de la France ne sera jamais remboursée, celle des États-Unis, n'en parlons pas. Je veux dire, c'est beaucoup plus élevé. Elle est monstrueusement y compris par habitant. Je veux dire, c'est un système, effectivement. Je crois que Didier a raison. On sait le service de la dette. C'est hallucinant quand on y réfléchit. C'est-à-dire qu'on demande des efforts, c'est-à-dire que les gens ont le sentiment de s'appauvrir, et ils s'appauvrissent en réalité. Et l'argent part dans les poches de gens déjà très riches. Il faut se rendre compte que le service de la dette, il est versé à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Il y a même une agence nationale qui s'appelle France Trésor. L'agence France Trésor qui est à Bercy, qui est chargée de vendre de la dette partout dans le monde. Ça s'appelle des obligations assimilables du Trésor. Voilà, et vous savez qui la compose ? Ce sont des banques étrangères qui viennent, qui gèrent la dette française. L'histoire des hommes, c'est l'histoire de la répudiation des dettes. Les humains passent leur vie depuis des millénaires à répudier leurs dettes. Seulement, le problème, c'est qu'on a un problème d'institution. Nous avons aujourd'hui les usuriers, les gens qui endettent les sociétés, qui sont parvenus au pouvoir politique. Donc ça va devenir beaucoup plus difficile qu'autrefois de se débarrasser de l'endettement général de la société. On a un problème d'institution. Parce que quand les banques arrivent au pouvoir d'écrire les lois et de maîtriser la police et l'armée, on va avoir du mal à pratiquer les jubilés qui régulièrement ont libéré les sociétés. Les sociétés se sont libérées par des jubilés qui étaient des moratoires où on abandonnait les dettes. Vous êtes bien sur Sud Radio. Il est 19h25 passées de 50 secondes. Le premier débat de ce premier Il y a du peuple seul contre tous. Faut-il réindexer les retraites sur l'inflation ? Verdict final, c'est un score, on peut dire, nord-coréen. 92% des votants sont d'accord. Oui, il faut réindexer les retraites sur l'inflation. Et donnez-moi encore 30 secondes, s'il vous plaît. On n'en a que 10. Alors, 10 secondes. Il faut souligner le fait que le plus grave dans cette affaire, c'est notre impuissance politique dans nos institutions. Mais on va déboucher sur la suite. On va pouvoir continuer sur le débat suivant, qui s'enchaîne parfaitement. Notre impuissance à résister à cette trahison, parce que ce mec ment, il nous a promis qu'il toucherait pas aux retraites. Donc, notre impuissance politique, ça va être le principal problème à régler. Second débat, faut-il inscrire le RIC dans la Constitution ? On se retrouve dans quelques instants. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple.
Seul contre tous. Retour pour la première de Y'a du peuple seul contre tous en compagnie d'Étienne Chouard, professeur de droit et d'économie à Marseille, promoteur et défenseur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne depuis 2005, et Régis de Castelnau, avocat et fondateur du site Vue du droit. Le second débat, comme tous les jeudis, va être un débat de fond avec une question très concrète relative à la démocratie. Faut-il inscrire le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, dans la Constitution ? C'est notre second débat ce soir jusqu'à 20h. Vous pouvez bien évidemment voter sur Twitter et réagir sur notre Facebook Live. Étienne Chouard, le RIC ou le RIP, parce qu'il y en a qui appellent ça le référendum d'initiative populaire, c'est quoi ? Alors un référendum, c'est une procédure par laquelle le peuple décide. Il vote sur un sujet et il décide. Ça n'a rien à voir avec l'élection. L'élection, c'est le contraire. Dans une élection, le peuple élit, c'est-à-dire élit quelqu'un qui va tout voter à sa place, et donc il renonce à voter. Dans l'élection, nous renonçons à voter. Nous sommes infantilisés. Nous renonçons à notre souveraineté, nous la confions à quelqu'un d'autre qui va l'exercer à notre place. Donc le référendum, c'est très important. En fait, ça pourrait être l'expression d'une démocratie digne de ce nom. Mais attention, le référendum à lui tout seul ne suffit pas, puisqu'il est très important de savoir qui pose la question. Or, dans la Constitution française, qui tient dans un petit bouquin qui vaut 4 € et que chacun devrait avoir avec lui. En format réduit, hein, il existe en plus grand aussi. Non, mais c'est très bien qu'il soit petit, comme ça vous l'avez tout le temps dans votre poche, comme ça vous pouvez le dégainer à tout moment pour faire des ateliers constituants avec votre voisin, avec n'importe qui. Et c'est dans ce texte-là qu'est programmée notre impuissance politique et qu'est pourtant programmé le référendum. Article 11 de notre Constitution programme le référendum, mais à l'initiative du prince, à l'initiative du président ou du Parlement, mais pas des citoyens. Et alors, figurez-vous que depuis que ce référendum existe, jamais on nous a posé les questions importantes, les questions que nous aurions bien voulu nous voir poser. Et c'est dans l'ordre des choses. Celui qui a l'initiative ne va poser que les questions qui vont dans le sens de ses intérêts. Le référendum d'initiative populaire, il est révolutionnaire en ceci, par rapport à nos institutions, que non seulement il s'agit de voter, donc il s'agit d'un référendum, mais il est à l'initiative des citoyens, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons décider, c'est nous-mêmes qui déciderions, si nous avions le RIC, c'est nous-mêmes qui déciderions des questions que nous trouvons importantes et de la décision à prendre, et nous qui la prendrions. Vous êtes juriste, Régis de Castelnau, en tant qu'avocat. Le RIC, il est déjà inscrit dans la Constitution, mais il est quasiment infaisable vu les conditions. Oui, enfin, cette constitution que Étienne brandit, c'est un torchon. Hein, donc, par rapport à ce qu'était la constitution du 4 octobre 58, qui était une constitution gaullienne, hein, qui était le fruit du travail gaulliste, en particulier avec le discours de Bayeux, il reste 30 articles sur 90 qui sont d'origine. On y met tout et n'importe quoi. C'est pour ça que quand j'entends la phrase « faut-il inscrire le RIC dans la Constitution ?» quand on a vu les débats qui ont pris fin avec l'affaire Benalla sur la réforme de la Constitution, on allait se retrouver avec la recette de la tarte tatin dans le préambule. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que cette Constitution est irréformable et ça explique pourquoi, institutionnellement, la France va très mal. Hein. Quand on pense que c'est seulement le Sénat, qui n'est pas l'institution la plus reluisante de nos institutions, eh bien, qui est un peu le gardien pour l'instant d'un pouvoir qui est à la dérive, qui part à volo, où l'Assemblée nationale a été complètement asservie. C'est extraordinaire d'ailleurs. Hein. On voit d'ailleurs, il y a une chose très intéressante, société civile, la servilité de la culture des salariés d'entreprise se retrouve dans une Assemblée nationale. J'ai connu les Godillots, hein. C'était pas comme ça. Je suis désolé à ce point-là. Ça ressemblait quand même, non ? Non. Pour la majorité. Non. La majorité, elle a toujours été soumise. C'était des combats politiques, mais c'était pas cette espèce de masse comme ça, de moutons, hein, et qui votent absolument tout. Il y avait des amendements, il y avait des débats, il y avait des batailles politiques, parce qu'il y avait une opposition qui était structurée. Mais ça, c'est le produit de ce qui s'est passé en 2017. Non, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de personnes qui en prennent l'initiative, des systèmes de signature, avec ensuite une question qui est posée. En général, c'est un texte de loi. Dans la tradition française, c'est un texte de loi, hein, et qui est voté ensuite par le référendum. Tout le monde sait très bien comment ça se passe. C'est oui ou non, hein, adopté ou
ou rejeté. Moi, je ne partage pas cette idée d'une démocratie représentative qui aujourd'hui, je veux dire, doit être jetée comme un bébé avec l'eau du bain. Je pense que les institutions, une fois effectivement rénovées, une fois travaillées, je me fais pas trop d'illusions sur une forme de spontanéisme, que le référendum existe dedans, mais il existait, mais la contrepartie du référendum, tel que le pratiquait Charles de Gaulle. Alors certes, la Constitution... Il fallait l'honneur de Gaulle pour accepter de s'en aller quand on votait non. Oui, mais là, on peut l'écrire, ça. Mais oui, on peut l'écrire, parce qu'il est complètement déconsidéré. Et qu'est-ce qui s'est passé? La pire des réformes, c'est celle de Sarkozy, qui... Alors, on a réformé l'article 11 pour faire joli, alors qu'avant, c'était pour des textes prévoyant l'organisation des pouvoirs publics. C'est ce qui avait permis à de Gaulle de faire une réforme de la Constitution qui était un peu tangente. Non, mais Régis, ça suffirait pas. Suffirait pas. Non. Ce que je veux dire simplement, c'est que le RIC comme outil prioritaire me semble pas répondre aux défis auxquels on est confronté. Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne? Regarde, dans un système représentatif, les citoyens ne s'occupent pas des lois, ils en délèguent la préparation et ils délèguent les décisions à des représentants. Mais considérant que sur certains cas, ils vont être en désaccord avec leurs représentants, ils gardent la main par le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui leur permet, sur les sujets qu'ils considèrent importants, de reprendre la main et de redevenir souverain. Quel est le problème? On reste une démocratie représentative. Et on a quand même comme une capsule de démocratie, comme une partie de démocratie mise à l'intérieur pour protéger les citoyens contre le genre d'hérésie, de scandale, de trahison dont on a parlé en première partie. C'est-à-dire, par exemple, un gars qui se fait élire en disant « je promets, je jure que je ne toucherai pas aux retraites » et dès qu'il est élu, il y touche. Parce qu'il sait qu'on n'a rien pour résister. Le RIC nous permettrait de résister, vous comprenez? En Suisse, ils ont le référendum qui permet d'abroger... Ça s'appelle une votation, mais peu importe le nom que ça porte. Oui, ça s'appelle une votation en Suisse. Et les Suisses peuvent, de leur propre initiative, abroger une loi qu'ils considèrent comme mauvaise. Et c'est ce qui fait que les représentants prennent beaucoup moins de lois mauvaises, puisqu'ils savent que le risque existe qu'ils soient abrogés, que leur loi soit abrogée. Alors, ça va assainir le système. On va être beaucoup mieux représentés avec des représentants qui savent qu'ils peuvent être sanctionnés. Je ne veux pas assainir le système Macron. Je ne veux pas assainir le système Macron. Mais c'est pas le système Macron, c'est une constitution. Si, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a eu des présidents précédents qui ont été élus dans certaines circonstances, qui ont effectivement poursuivi la crise des institutions et la crise de la République liée à tout un tas de phénomènes. Là, je suis tout à fait désolé. Le scandale du comportement actuel, de ces trahisons, il est contenu dans la façon dont se sont passées ces élections. Elles se sont passées 14% d'inscrits au départ, un raid judiciaire contre François Fillon, une élection de parlementaires. Enfin, quand on pense que le gars qui a remplacé Manuel Valls, il a été élu avec 9% des inscrits et tout le monde est content. Cette assemblée est illégitime, ce président est illégitime. Oui, mais... Pourquoi? Alors, et c'est pas une question de personne, c'est les institutions qui le permettent, non? Oui, non, ce ne sont pas les institutions. Qui le permettent? Non, il s'est produit quelque chose de très grave, c'est que les pouvoirs de contrôle, les check and balance, ces institutions qui sont chargées de contrôler la commission des comptes de campagne, le Conseil constitutionnel, la justice pénale, n'ont pas fait leur devoir. Elles ne contrôlent plus. Et aujourd'hui, on lit le calendrier enchaîné, on apprend que le procureur de Paris protège Pierre, protège Paul, protège Jacques. Les contrôles, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Cour des comptes ne contrôlent plus l'État. Didier Régis, est-ce qu'il ne manque pas d'institutions qui obligeraient ces institutions à contrôler? Non, est-ce qu'il ne manque pas des rouages? Parce que là, on dirait quoi? On compte sur les hommes? On compte sur la vertu des hommes pour contrôler? Qu'est-ce qui manque? Elles ont rallié le pouvoir. Donc ce sont des personnes, des humains qui ont rallié. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des institutions qui les contrôlent? Qui contrôlent les contrôleurs, là? Parce que je crois que la question aussi, le problème, si vous me permettez, c'est qu'il y a aussi une porosité entre des personnes qui peuvent basculer d'une institution à l'autre. Moi, j'ai vécu ça dans différentes affaires. Vous les avez dans les institutions, vous les avez à la télévision, vous les avez ensuite au CSA, puis quand ça se gâte, vous les avez au Conseil d'État, et puis quand ils sont un peu vieux, ils vont au Conseil constitutionnel, de telle sorte que vous avez une personne qui peut exercer 50 ans de carrière,
en faisant un petit peu tous les postes de la République. Ça, dans une démocratie, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti, on ne peut pas distribuer des subsides ou distribuer des chaînes de télé ou s'occuper des impôts et derrière être l'organisme qui va charger de le contrôler. Parce que le système génère sa propre boucle d'autocontrôle. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, est-ce que, selon vous, le RIC pourrait justement être un instrument où les citoyens pourraient reprendre la main sur ce type de questions? Qu'est-ce qui te gêne, Régis, dans cette histoire de reprendre la main sur des représentants que nous trouvons défaillants? Est-ce que par RIC, on ne pourrait pas dire le Conseil constitutionnel doit être remplacé? Tout son personnel doit être remplacé. Je te donne un exemple. Je rédige une initiative et je la pense en même temps que je te parle, donc elle va être imparfaite. En discutant, justement, on va l'améliorer. Ça va être l'objet de nos travaux pratiques. Mais je te la dis comme elle me vient. Puisque je vois que le Conseil constitutionnel, corrompu jusqu'à la moelle, tu sais, par la procédure appelée les portes étroites, reçoit les multinationales et qui corrompent maintenant le Conseil, jusqu'au Conseil constitutionnel. Considérant qu'il est mal composé, nous citoyens, déciderions, si nous avions le RIC, de dire... Alors, je rédige l'initiative, regarde. Êtes-vous d'accord avec la proposition suivante ? Point d'interrogation, 2 points à la ligne. Ouvrez les guillemets. Le Conseil constitutionnel doit être intégralement renouvelé. Fermez les guillemets, oui, non. Oui, mais on le renouvelle comment, Régis de Castelnau? Précisons l'initiative, donc améliorons l'initiative. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est une réforme institutionnelle d'ampleur qu'il faut faire. Parce qu'au départ, le Conseil constitutionnel, il a pris beaucoup trop de pouvoir. Une des clés de tout ça, c'est que la France a perdu sa souveraineté juridique. Une partie de ce qui relevait de la délibération des citoyens, RIC ou pas, c'est en Europe, ossifiant les traités qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité. Ensuite, on a les institutions dont je parlais, qui entourent l'expression éventuellement du Parlement, l'expression législative, etc., qui le verrouille. Il y a un livre qui vient de sortir, Le droit contre les démons du politique. C'est-à-dire que si on fait de la politique, si on a envie qu'il se passe des choses, heureusement, les institutions judiciaires, les 4 cours suprêmes dont nous disposons... Normalement, devraient... non, elles sont là pour bloquer. Ils sont là pour bloquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'élaboration... Alors, le Parlement qu'on a aujourd'hui, surtout son Assemblée nationale, c'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, l'expression populaire, même par la démocratie représentative, est verrouillée par l'Europe, par les 4 organes qui ne font pas leur boulot. Et elles le font, leur boulot. Elles font leur boulot, non pas de contrôle, mais d'approbation de ce que fait le pouvoir. Elles l'ont rallié complètement. Mais il faudrait qu'elles soient conçues pour pouvoir s'opposer au pouvoir au lieu de le valider au début. Étienne Chouard, pour faire le RIC, quelles seraient les conditions? 500 000 signatures, 1 million, 3 millions? Ça, il faut qu'on en parle. Mais alors, à mon avis, justement, c'est pour ça que je pose la question. Oui, mais je ne sais pas combien de temps on a là. Il faut quand même... Mais il nous reste une petite quinzaine de minutes. Alors, 15 minutes, on peut évoquer les grandes lignes de ce qui alors, je voudrais dire une chose. Je ne suis pas contre le RIC. Je ne suis pas contre le RIC, contre le référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Oui, RIP, c'est pas terrible. Mais c'est pareil, c'est un détail par rapport. Non, mais c'est pour détendre. Mais que ce soit le levier qui permette de mettre fin à cette dérive institutionnelle qu'on connaît, à ce pouvoir qui est au bord du basculement autoritaire, grâce aussi à l'approbation de ces organes de contrôle. Ça, c'est indubitable. Je pense que le RIC n'est pas quelque chose de suffisant, même si dans un fonctionnement démocratique ce serait quelque chose d'utile, n'est pas quelque chose de suffisant pour affronter le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui. Attends, suffisant, mais quand on va travailler le détail, tu vas voir que c'est une arme extrêmement puissante. Nous pourrions révoquer un acteur que nous considérerions comme défaillant. Nous pourrions virer Macron de notre propre autorité. Attends, c'est pas suffisant, c'est considérable. Nous pourrions abroger une loi que nous considérons comme scélérate, comme la suppression. Enfin, ces gens-là sont en train de détruire la sécurité sociale en détruisant les cotisations sociales. Le CICE, qui était à 20 milliards par an, 20 milliards, est passé à 40 milliards par an. 40 milliards qui sont transformés en baisse des cotisations sociales. Mais baisse des cotisations sociales, ces gens-là sont en train d'affamer l'hôpital. Ils sont en train de détruire les services publics. Et par RIC, nous pourrions abroger ces décisions détestables, abroger les décisions qui conduisent à la destruction de la sécurité sociale. Par RIC, nous pourrions
imposer une loi qui nous manque. Par exemple, réindexer les salaires et les retraites. Pas seulement les retraites, hein, les salaires aussi. Et tous les contrats devraient être indexés sur l'inflation, comme ils l'ont été pendant les 30 Glorieuses. Il y a aucune raison de désindexer les salaires et les contrats. Et donc, ça, nous pourrions l'imposer. Et puis enfin, si nous avons oublié un détail dans la Constitution qui te semble, par exemple, si on a oublié un outil de la puissance populaire, ou si nous avons donné trop de puissance populaire avec peut-être un frein qui nous a manqué, parce qu'on considère que nous sommes capables de prendre de mauvaises décisions parce qu'on a prévu peut-être un délai trop court, des choses comme ça, nous pourrions changer nous-mêmes la Constitution par RIC, mais nous aurions la souveraineté, la vraie souveraineté. Je comprends pas quand tu dis que c'est insuffisant. Oui, peut-être serait-il bon de préciser aussi que, mais c'est pas propre à cet exécutif, à ce gouvernement, qu'il y a une inflation de lois. Oui. Et donc, depuis 30 ans, on fait des lois de circonstances. Mais souvent de lois inappliquées, Didier Alors, Maistre. justement, j'allais y venir. Vous regardez le code du travail, c'est inapplicable. Mais c'est à peu près tous les codes. Le code pénal, c'est inapplicable, etc. Donc, chaque fois que vous avez un problème, vous avez une loi de circonstance, hein, parce que on est dans un temps court, justement, puisque la politique est devenue un métier. Et donc, il faut tout de suite avoir des bilans. Il y a une vieille dame qui se fait renverser. On fait une loi sur la vieille dame qui se fait renverser. Et on fait des lois de circonstances qui sont pas constitutionnelles, d'ailleurs. Parce que je dois dire, par exemple, que la loi anti-casseurs n'est pas une loi constitutionnelle. Elle le deviendra par l'effet de monsieur Juppé, probablement. Mais c'est inscrit dans la Constitution, la liberté de manifester. Donc, vous avez là, on dit quoi ? On dit les Gilets jaunes, c'est la lie de l'humanité. Vous avez 99% des éditorialistes qui nous expliquent aujourd'hui qu'ils sont racistes, antisémites, tout ce que vous voulez. Donc on fait des lois anti-casseurs, mais les casseurs, on les connaît, les casseurs. Ça fait des années, ça fait des semaines que je filme. On les connaît, les casseurs, on n'a pas besoin de faire de loi. Non, on va faire une loi. Après, il y a les décrets d'application qui sont pas toujours publiés. Et donc, vous êtes dans une insécurité juridique permanente et on est dans des lois d'apparence. Et c'est ça aussi, je pense, le problème du dévoiement de la Ve République aujourd'hui. Régis de Castelnau, vous avez entendu Didier Maistre, vous avez entendu Étienne Chouard. Étienne Chouard dit on pourrait destituer le président de la République. Mais ça va créer, le RIC, une énorme instabilité. Si quand une loi ne nous plaît pas, une réforme des retraites de la SNCF... Non, Pinochet, c'est très stable. Enfin, la stabilité, c'est pas le seul critère. Pinochet, c'est super stable. Les dictatures, c'est super... la stabilité, c'est pas le seul critère. Mais c'est quand même important. Quand un gars vous trahit au dernier degré, au point que vous êtes prêt à le virer, eh ben c'est très bien l'instabilité. Putain, vive l'instabilité, qu'on puisse... Et s'il sait qu'on peut le virer, il fera plus attention et on n'aura pas besoin de le virer. Alors, Régis de Castelnau, sur l'instabilité. Sur le contrôle direct, je crois qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est on est aujourd'hui confronté à une crise majeure de la société française. La France, elle a du mal à poursuivre des réformes, elle fait des réajustements brutaux. Les Français sont un peu comme ça, mais toujours est-il que là, la crise qu'on rencontre partout, qu'on voit sur toute la planète, où c'est un peu le réveil des peuples, le réveil de l'État-nation, etc. On le fait à notre façon. Donc il y a une crise majeure avec un pouvoir qui est impopulaire, illégitime et, à mon avis, illégal. Ça, c'est mon propre raisonnement. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit nul ou qu'il soit annulé parce que, justement, les organes de contrôle qui auraient dû faire le travail ne l'ont pas fait. Et puis ensuite, il y a l'autre chose qui est le RIC dans la vie courante, je veux dire, dans le fonctionnement d'une démocratie et d'une démocratie représentative, parce que c'est un système qui, je veux dire, comme disait Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Mais je n'en connais pas d'autres. C'est Tocqueville qui disait ça. Aussi, mais c'est pas tout à fait ma référence, Tocqueville. J'avais un de ses contemporains qui était, qui s'appelait Karl et puis qui habitait en Grande-Bretagne, mais non, je crois que la question que pose Étienne, c'est effectivement d'aller au-delà de ce sentiment d'impuissance face à la mise en œuvre cynique, vulgaire, avec des gens dont certains sont véritablement... Enfin, je veux dire, il y a toute une collection de gens qui entourent Emmanuel Macron. Je pense à Benjamin Griveaux, qui va être maire de Paris, enfin, qui sont des concentrés de personnes qui n'ont rien à faire là. Donc, on peut avoir ce sentiment d'impuissance, mais la clé de ce qui s'est produit, c'est le ralliement des organes de contrôle construits depuis longtemps, etc., et qui ont rallié le pouvoir pour des raisons de connivence sociologique, économique, politique, etc. Et ça, c'est très, très grave. Moi, j'ai été très surpris, je vous le cache pas, 46 ans de barreau, quand j'ai vu Madame Belloubet descendre au parquet, son sifflet à la bouche,
maintenant vous tapez sur les gilets jaunes et la magistrature s'est mis au garde à vous et sont tombés dans une répression de masse que j'ai jamais connue depuis la guerre d'Algérie. Comme si les juges obéissaient à l'exécutif. Non mais ça, Quand Régis, ils vont pas au devant. Mais Régis, il faut vraiment qu'on réfléchisse aux causes institutionnelles ou, autrement dit, aux institutions qu'il faudrait que nous écrivions. Pour me faire plaisir, il faut qu'on s'entraîne à faire ça. Dans l'heure qui suit là, alors cette heure-là ou les heures suivantes, il faut qu'on fasse des ateliers, il faut qu'on réfléchisse aux moyens institutionnels d'empêcher ces dérives gravissimes que tu décris. Quels moyens pouvons-nous... comment allons-nous écrire le contrat social qui empêche les juges de suivre l'exécutif avec une telle servilité? Qu'est-ce qui nous manque comme institution? C'est pas un problème de personne là. Nous n'avons pas les leviers qui interdisent cette connivence. Il faut les créer, il faut qu'on les écrive. Je suis d'accord. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont être capables de l'écrire. Une des causes du ralliement. Une des causes je veux dire, c'est que la justice, pendant un certain temps, et j'ai eu quelques illusions, je le reconnais, mais a passé un accord avec les médias, le quatrième pouvoir. Ils ont passé un accord. Les juges ? Oui, les juges, ils ont passé un accord. Il y a eu les juges justiciers, il y a eu tous les journalistes d'investigation dont on nous a parlé, etc. Et donc, cette justice s'est retrouvée... Il fallait voir, dès qu'on critiquait un juge, soi-disant un justicier, parce qu'il touchait un politique, moi j'ai vu suffisamment d'imposture à ce sujet pour savoir qu'il y a eu un sentiment un petit peu d'impunité qui s'est répandu. Impunité des journalistes ? Non, impunité, je veux dire, des magistrats, que l'affaire... Les magistrats eux-mêmes étaient impunis. Que l'affaire du mur des cons n'a pas donné lieu à une charrette de gens dehors, c'est-à-dire qu'on revendique sa partialité, mais c'est fou. Non mais là encore, Régis, mais je voulais vous poser une question sur le RIC. Est-ce qu'on peut faire un RIC sur n'importe quel sujet? Je vais en prendre 3. Le rétablissement de la peine de mort, l'abolition de l'interruption volontaire de grossesse ou encore la suppression du mariage pour tous. Les épouvantails habituels pour nous... C'est pour ça que je vous pose la question. Non mais vous avez raison. Je suis moi-même évidemment contre la peine de mort. Et je sens bien... Mais s'il y a un RIC, elle pourrait être établie. Oui, voilà, je sens bien que si on donne la parole au peuple, ça fait partie des hypothèses possibles, à mon avis peu probables, parce que les expériences que nous voyons d'Éric sur ce sujet ne donnent pas les résultats qui sont prévus, c'est-à-dire que les peuples à qui on demande ne votent pas pour la peine de mort ou le rétablissement ou l'interdiction de l'avortement, mais au contraire, ont des votes progressistes. Mais en imaginant même que ce risque existe, je vous pose le problème, je vous renvoie la question sur le plan de la philosophie politique. Je suis démocrate, donc je suis prêt, parce que je suis démocrate, à ce que, de temps en temps, le peuple prenne des décisions qui ne seront pas les miennes, et même que je considérerais comme des mauvaises décisions. Si je suis démocrate uniquement au prix selon lequel le peuple déciderait la même chose que moi sur tous les sujets importants, c'est que je ne suis pas un démocrate, je suis un tyran. Je n'accepte que le peuple ait le pouvoir que s'il prend les mêmes décisions que moi. C'est pas la démocratie, ça. Si je suis démocrate, il faut bien que je me fasse à l'idée que de temps en temps, le peuple va prendre d'autres décisions que celles que je considère comme importantes. Mais j'insiste aussi sur le fait que quand nous instituons le RIC, nous faisons très attention à ce que la procédure elle-même, c'est-à-dire le délai qu'il y a entre l'initiative, il faudra qu'on en parle ça, des modalités, le délai qu'il va y avoir entre l'initiative, c'est-à-dire une poignée de gens votent une pétition qui disent « on veut poser cette question au peuple ». Et entre cette pétition et le jour du référendum, il y a un délai qu'il faut que nous fixions. Et ce délai, s'il est long, et si les controverses sont organisées pour que les citoyens aient vu les avis qui sont pour et les avis qui sont contre, et des controverses multiples plusieurs fois pendant 6 mois, 1 an, des controverses où les gens du pour et du contre s'empaillent pour... Vous allez avoir une opinion qui va être éclairée, et moi je suis sûr que puisque moi je suis au terme d'une réflexion éclairée sur ce sujet, je suis contre la peine de mort, il me semble que les citoyens feraient la même chose. Si aujourd'hui peut-être ils sont pour, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas bien tout pesé. Mais donc c'est par la procédure, si vous voulez, la longueur de la procédure et l'éclairage de l'opinion que je m'assure que le peuple fera le moins d'erreurs possible. Didier Maistre. J'ai pas besoin de lui interdire de légiférer sur un sujet. Qui serais-je ? Qui suis-je pour dire le peuple peut décider, non pas en toute matière, non, là et là, on est justement je suis pour décider ça. Dans la dichotomie entre représentants et représentés. Au nom de quoi on infantiliserait toujours les citoyens français, les prendre pour des idiots, des abrutis, des gens incultes, etc., qui n'ont aucune
aucune valeur collective, et quand ils décideraient de leur propre destin, feraient n'importe quoi. Et au nom de quoi on aurait des élites éclairées Qui, elle, ne se tromperait pas. qui ne se tromperaient jamais. On n'est pas dans l'infaillibilité papale. Évidemment. On est dans une constitution déjà aujourd'hui qui est dévoyée parce que c'est par le peuple et pour le peuple. Donc à un moment, au nom de quoi, c'est ça aussi que je rencontre dans la rue et je m'en fais l'expression, des gens qui disent, mais moi avec tous les gens que je rencontre, et je sais que j'en ai rencontré beaucoup, ils sont pas comme ça, ni assoiffés de sang, ni des sauvages absolus. Ce sont des gens qui réfléchissent. Ce sont des gens justement qui ont envie de reprendre en main leur destinée. D'où le succès du RIC. On devrait tous être contents que de refaire nation, de rediscuter de la démocratie, plutôt que de s'abrutir devant une chaîne de télévision en buvant sa bière. Voilà. Très fraternel, en une minute, très fraternel. Avec modération. Mon cher Régis de Castelnau. Une minute hors taxe. en répétant que je ne suis pas contre par principe, mais je pense que c'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire concernant le triptyque, alors on a peine de mort, avortement, et c'est quoi le troisième? Mariage pour tous. Bon, d'accord, ça, le mariage pour tous. On a la tout le monde totale. s'en Non, mais fout, mariage pour tous. Enfin, c'est pas des sujets, quoi. C'est un enjeu de civilisation quoi. qui me paraît moins important que les deux autres. Bon, Putain, on est en train de détruire la sécu, mariage pour tous. Mais ce que je veux dire, c'est que on est dans un cadre quand même aujourd'hui, une planète mondialisée, etc. Il y a concernant ces questions, et je pense en particulier à la peine de mort, oui, il y a des hiérarchies des normes. On a signé des traités. On a adhéré à des conventions qui sont des conventions de progrès. Hein. On critique beaucoup la Cour européenne des droits de l'homme, mais il y a quelques décisions. J'étais bien content qu'elle les prenne. Hein, et je sais qu'on aura les comment dire les garde-fous. Les garde-fous vont exister. Juste pour dire un truc, vous pensez vraiment qu'en France, les Français vont revenir sur l'IVG? Mais qui peut penser quelque chose? Qui peut penser ça? Merci Qui peut penser Étienne ça? Chouard, merci Régis de Castelnau, merci Didier On Maistre. continue à Verdict bosser. 82% d'accord. On se retrouve jeudi prochain. De suite, le Loft Music d'Yvan Cujus. Le Loft Music d'Yvan Cujus, oui, en Facebook Live. On continue Le là, Loft on Music travaille d'Yvan aux Cujus, ateliers c'est là. un hommage à Alain Bachung.